Voilà, on va recommencer avec, on vous le disait qu'à l'occasion de la création du HUB, qui est l'hôpital universitaire de Bruxelles, qui regroupe l'hôpital Erasme, l'Institut Jules Bordet et l'UDERF, chacune de ces institutions vous présente donc un sujet. On a déjà eu l'équipe d'Erasme, l'équipe de Bordet, et on passe à l'équipe de l'UDERF avec une spécificité évidemment très intéressante, c'est la pédiatrie. Et on va donc avec Sylviane Poudlubnet et Corinne Delatte vous présenter l'évaluation nutritionnelle et prise en charge en hospitalisation pédiatrique. Alors Sylviane, elle est diététicienne spécialisée en pédiatrie. Elle est responsable de l'équipe de diététique et ça fait 19 ans, on peut le dire, que tu travailles à l'UDERF et donc une grande expérience. Corinne Delatte, qui est pédiatre et chef de clinique de l'unité de nutrition et de maladies métaboliques à l'UDERF. Voilà, je vous passe la parole. Heureusement qu'on n'a pas dit le nombre d'années. Je ne te l'ai pas demandé. Ouf. Eh bien, nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur depuis pas mal d'années à l'hôpital des enfants, puisqu'il s'agit de l'évaluation nutritionnelle et de la prise en charge du patient hospitalisé. Alors, il est sans doute utile de redéfinir ce qu'on entend par dénutrition en pédiatrie. Et en 2013, l'American Society for Parenteral et Enteral Nutrition la définissait comme un déséquilibre entre les besoins nutritionnels et les apports qui vont conduire à un déficit cumulé en énergie, protéines et micronutriments et qui aura des conséquences sur la santé de l'enfant en termes de croissance et de développement. Il distingue dénutrition aiguë de chronique en fonction de la durée de cette dénutrition. Et il propose aussi ce diagramme que je trouvais assez intéressant parce qu'il reprend à la fois les causes mais aussi les mécanismes par lesquels cette dénutrition s'installe. Et il distingue notamment les dénutritions qui ne sont pas liées à une pathologie sous-jacente de celles liées à une pathologie chronique ou aiguë. Donc, quand elle n'est pas liée à une pathologie, eh bien, elle est souvent, enfin, ça peut être pour des raisons économiques ou comportementales, elle conduit à un manque d'apport. Alors, quand elle est liée à une pathologie sous-jacente, et c'est ce que nous observons le plus fréquemment chez nous en milieu hospitalier, elle est liée à une pathologie aiguë, ça peut être une infection sévère, un patient grand brûlé, ou à une pathologie chronique sous-jacente, comme par exemple un patient avec une mucoviscidose. Et donc non seulement on aura un manque d'apport, mais il y a aussi tous les facteurs liés à la pathologie qui vont conduire à la dénutrition. Ça peut être de la malabsorption, une perte de nutriments comme chez un patient grand brûlé par exemple. Mais souvent, c'est également la pathologie occasionne un état d'hypermétabolisme avec une augmentation du besoin en énergie. Et ce diagramme a quelque chose d'intéressant, je trouve, c'est qu'il rajoute l'inflammation qui va contribuer à cette augmentation du besoin énergétique, mais qui peut aussi perturber l'utilisation des nutriments. Alors, vraiment tout récemment, l'ESGAN a sorti des guidelines en matière de prise en charge de la dénutrition en pédiatrie. Il propose une nouvelle définition qui n'est pas très différente, mais qui rajoute en tout cas la dimension d'utilisation anormale des nutriments qui a un impact sur le fonctionnement tissulaire et la composition tissulaire. Alors, est-ce que c'est un problème fréquent en hospitalisation pédiatrique? En tout cas, la littérature en parle depuis certainement les années 70. J'ai pas été revoir avant, avec une prévalence qui est quand même assez variable mais non négligeable, qui va de 4 à 22%. Alors, pourquoi une telle variabilité? C'est souvent lié aux outils qui ont été utilisés par les auteurs, mais aussi
les patients, étudier les unités de soins. Le patient est soit dénutri à l'admission, soit il se dénutrit pendant l'hospitalisation. Mais ce qui est clair et qui revient dans toutes les conclusions, c'est que c'est un réel problème médical qui est méconnu, et comme il est méconnu, eh bien, il n'est pas suffisamment pris en charge. Alors, comment va-t-on évaluer l'état nutritionnel? Alors, on doit distinguer l'évaluation nutritionnelle que je vais appeler de masse, qui est un screening à l'admission, dont le but est d'identifier le patient qui aura besoin de soins complémentaires, et donc ça se complétera avec anamnèse diététique, avec bilan sanguin. Il faut aussi voir ce que l'on recherche. Est-ce que c'est repérer les patients qui auront besoin d'une prise en charge, ou est-ce que on vise plutôt repérer simplement les patients en dénutrition aiguë ou des patients avec telle ou telle carence? Ensuite, il faut évaluer les ressources locales et voir ce qui est faisable en termes d'équipe, en termes de matériel, voir quels sont les moyens utilisables, qu'est-ce qui est utilisable en pratique quotidienne, et surtout ce qui est acceptable pour le patient. Alors, ce dont je vais plutôt vous parler, c'est l'évaluation, le screening à l'admission, comment on repère les patients qui vont avoir besoin de soins ultérieurs. Et donc, pour ce faire, on a deux possibilités, soit de l'anthropométrie, soit un score de risque nutritionnel, et je vous en parlerai dans quelques instants. Alors, la dénutrition aiguë, comment peut-on l'évaluer? C'est le petit bonhomme grand, maigrelet, qui tire un peu la tête. Et donc, on l'évalue avec le poids pour taille, le BMI ou le périmètre brachial. Dénutrition chronique, le petit bonhomme qui a l'air bien, sauf qu'il a l'air un peu plus petit. Et donc, l'outil, c'est le taille-pourrage. Mais parfois, dans la littérature, on utilise aussi la dénutrition de façon globale, et à ce moment-là, on utilise le poids-pourrage. Il existe différents grades de dénutrition. On parle de grade 1 quand elle est légère, grade 2, dénutrition modérée, grade 3, dénutrition sévère. Dans la littérature, on en parle de dénutrition souvent à partir du grade 2. À l'hôpital des enfants, on considère déjà les patients à partir d'une dénutrition légère. Pour la dénutrition aiguë, on peut utiliser le poids pour taille exprimé en pourcentage de la médiane ou en déviation standard. Le BMI, c'est toujours en déviation standard. Et pour la dénutrition chronique, là encore, le taille-pourrage peut être exprimé en pourcentage de la médiane ou en déviation standard. Les SGAN proposent non seulement d'utiliser ces paramètres poids pour taille, taille-pourrage, BMI, périmètre brachial, mais si on a plusieurs valeurs de poids et de taille, ce qui est quand même souvent le cas en pédiatrie, vous savez qu'on aime faire des courbes de croissance, donc on peut aussi utiliser un paramètre plus dynamique, et donc de voir un décrochage de l'évolution du patient par rapport à sa trajectoire habituelle. Et par exemple, les SGAN proposent un décrochage d'une déviation standard, que ce soit pour le poids pour taille, taille-pourrage ou BMI. D'autres sociétés avaient déjà proposé de tenir compte de ce paramètre pour poser un diagnostic de dénutrition. Les Anglais proposent un décrochage au niveau pondéral plus ou moins sévère en fonction du poids de la trajectoire initiale du patient. Et l'ASPEN rajoute une dimension qu'il n'est pas inutile de rappeler, c'est que au-delà de 2 ans, il parle de perte pondérale, mais en dessous de 2 ans, il considère aussi une prise de poids insuffisante comme étant un marqueur de dénutrition. Alors, comme je vous le disais, on peut aussi évaluer l'état nutritionnel en faisant des scores de risque.
Et donc le plus classique en pédiatrie, c'est sans doute le Strong Kids, qui tient compte non seulement de la pathologie, d'une évaluation subjective du patient, de ses troubles digestifs, apport, douleur, est-ce qu'il y a eu un support nutritionnel précédemment, est-ce que le patient perd du poids. Il y a d'autres scores comme le PIMS ou le STAM qui sont des scores anglo-saxons qui tiennent compte non seulement de la pathologie mais également des apports et de paramètres anthropométriques. Nous utilisons le SRNP qui est un score qui a été mis au point à Necker à Paris, qui est très simple puisqu'il tient compte de la pathologie. Et donc, le patient, en fonction de la sévérité de sa pathologie, soit attribué 0, 1 ou 3 points. On tient compte de la douleur, et donc, s'il est algique, il a 1 point, et de ses ingestats. S'il consomme moins de la moitié de sa ration prévue, il a 1 point supplémentaire. On les additionne, et donc le score est faible s'il est à 0, il est modéré entre 1 et 2, il est élevé de 3 à 5. Ensuite, non seulement il faut évaluer le patient, mais il faut faire quelque chose de ces données et il faut pouvoir le prendre en charge. Et donc, on suit des algorithmes, ça c'est celui de l'ESGAN, qui considère qu'un score de risque positif ou des données anthropométriques positives doit faire référer le patient pour une évaluation complémentaire, une prise en charge nutritionnelle et un plan de soins nutritionnel. Mais il souligne quand même que même s'il n'y a pas de dénutrition ou pas de score élevé, il faut quand même suivre le patient parce que il pourrait éventuellement présenter des soucis. Alors avant de parler de notre expérience, je voudrais brièvement passer en revue quelques publications, et tout d'abord une publication belge de 2013, un travail fait dans 4 hôpitaux, 2 francophones, 2 néerlandophones, dont un hôpital académique, l'UZ Bruxelles. Et donc, ils étudiaient la dénutrition aiguë en utilisant des méthodes différentes, poids pour taille en déviation standard ou pourcentage de la médiane, le BMI et le périmètre brachial. Et donc, ils obtenaient, en fonction de la technique utilisée, des résultats très différents, allant de 2,4 à quasi 10% de dénutrition aiguë, avec un total de 12,1. Et donc, moi, je n'ai pas de pointeur, mais si on regarde l'ensemble du BMI, eh bien, on voit que le BMI permet de dépister 8 patients supplémentaires que les autres méthodes ne permettent pas de dépister, d'où l'importance de la technique. Ils ont 7,7% de dénutrition chronique, davantage s'il y a une maladie sous-jacente, et une durée d'hospitalisation qui est plus longue en situation de dénutrition chronique. Élément intéressant, 1/3 de leurs patients, le temps de l'hospitalisation, perdent du poids, surtout lié à un séjour plus long et le fait d'être dans un hôpital académique, sans doute lié à la pathologie sous-jacente. Et ce qu'il note aussi, c'est que l'intervention, qu'il n'y a de prise en charge nutritionnelle finalement que chez 10%. Une étude plus large réalisée dans 12 pays principalement européens. Et donc là, on a des chiffres un petit peu moindres de dénutrition aiguë, mais c'est la dénutrition aiguë qui s'accompagne d'un temps d'hospitalisation plus long dans ce travail. 7,9% de patients en dénutrition chronique. Et puis finalement, une étude canadienne réalisée dans des centres académiques, où là on considère globalement la dénutrition, qu'elle soit aiguë ou chronique, mais les auteurs faisaient aussi un score de risque qui était bien corrélé avec l'état de dénutrition du patient. Et là encore, 25% des patients ont un statut nutritionnel qui se dégrade en cours de séjour, lié au diagnostic du patient, à l'état de dénutrition à l'admission et à l'âge du patient. Et comme on pouvait s'y attendre, ceux qui perdent le plus de poids, c'est ceux qui n'ont pas eu la chance de croiser un diététicien ou une diététicienne. Alors, quelles sont les conséquences de la dénutrition en milieu hospitalier pédiatrique ?
Elle augmente les complications infectieuses. On sait que les patients ont plus souvent des problèmes digestifs. Certains ont étudié la qualité de vie du patient hospitalisé et elle est bien moins bonne quand le patient est dénutri. On augmente la durée d'hospitalisation. Il y a aggravation le plus souvent de la dénutrition pendant l'hospitalisation et ça a un coût et nos collègues hollandais l'ont évalué. Donc le coût supplémentaire simplement lié aux complications et à l'hospitalisation s'élève à 80 millions d'euros par an. Alors avant de céder la parole à Sylviane, je voulais vous présenter notre hôpital, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc on est un hôpital uniquement pédiatrique, constitué de 165 lits, avec plus ou moins 7000 admissions par an. Donc on a la plupart des unités classiques d'un hôpital. Ce qu'on ne fait pas, c'est de la neurochirurgie et de la transplantation hépatique. On a une équipe de 8 diététiciennes pour le moment, qui partagent leur temps entre l'ambulatoire, mais également l'hospitalisation et qui consacrent plus ou moins 80 heures par semaine aux patients hospitalisés. Merci Corinne. Donc moi, je vais vous présenter un petit peu la manière dont nous travaillons à l'hôpital des enfants. Donc notre équipe de diététiciennes passe tous les matins dans toutes les unités de soins pour récolter les données. Donc il y a une partie déjà des données qui sont récoltées dans le dossier du patient informatisé, mais il y a toujours cet échange avec les pédiatres et les infirmières de terrain. Donc, outre l'alimentation et la prescription médicale, on récupère l'âge. L'âge gestationnel est important pour les jeunes enfants, le poids, la taille, la sévérité de la pathologie qui nous aidera à déterminer notre score de risque nutritionnel, la réduction ou non des ingestats et les éventuelles douleurs. Alors, toutes les salles sont screenées, sauf la pédopsychiatrie, l'hôpital de jour et l'unité néonatale. Donc l'évaluation nutritionnelle se fait à base de différents critères, donc le poids pour taille, le taille sur âge et le BMI, et nous évaluons pour chaque patient le SRNP. Toute prise en charge est forcément adaptée, personnalisée à chaque patient, et nous effectuons une évaluation hebdomadaire. Donc chaque semaine, tous les 7 jours minimum, une évaluation nutritionnelle est refaite. Alors, pour répondre aux besoins d'intégration dans le plan national nutrition santé développé en 2008, nous avons créé un outil propre à notre hôpital pour évaluer ces enfants, avec du coup les différentes données nécessaires à rapporter au SPF. Donc, il y a les données du patient, l'état nutritionnel, l'alimentation orale, l'alimentation par sonde. Et donc cet outil a été très utile au départ pour pouvoir récolter toutes ces données que nous retranscriptions à la main dans un fichier Excel que nous envoyons au SPF. Donc c'était assez fastidieux. Et donc grâce à l'implémentation du dossier patient informatisé, on a pu voilà, ça a pris quelques années, mais on y est arrivé, implémenter l'évaluation nutritionnelle dans le dossier du patient directement, avec des informations qui reviennent automatiquement de l'anamnèse infirmière. Donc par exemple, le motif d'admission, le score de douleur est également repris directement de l'anamnèse. On a également l'évolution du poids, le score d'ingestat, et le poids et la taille à l'admission. Alors, c'est des éléments aussi que nous pouvons modifier. Donc, si nous n'avons pas ces données-là, nous avons la capacité d'introduire le poids et la taille de ces patients notamment. Ensuite, se calcule directement le poids pour taille, le taille sur âge et le BMI, ainsi que le BMI en Z-score. De par cet outil informatique, on a pu travailler une extraction directe des données pour envoyer au SPF Santé. Et donc, on n'a plus besoin d'avoir recours à l'encodage manuel. Toutes les données sont là, toutes les données sont aussi visibles par les unités de soins. Alors, au niveau de la prise en charge, en fonction de l'évaluation et du résultat qu'on en a obtenu, on a dessiné un algorithme de prise de décision
à savoir si notre patient est dénutri ou non, en fonction de s'il l'est, en fonction d'un grade d'obésité ou non, en fonction du score du risque également. On a du coup un patient à risque ou non de dénutrition, et donc différents chemins lui sont possibles en fonction de pas d'intervention nutritionnelle ou référé en consultation diététique en ambulatoire ou une prise en charge nutritionnelle directement avec des pesées plutôt quotidiennes et qu'ils sont référés à l'équipe de nutrition. Alors moi, je vais vous présenter une étude qui a été réalisée en 2015 grâce à un travail de fin d'études qui a été très bien organisé. Et donc, de ces données, on peut en ressortir qu'en 2015, sur plus ou moins 7000 admissions et plus ou moins 5000 hospitalisations enregistrées, nous avons pu déterminer les pourcentages de dénutrition. Donc, bien sûr, il y avait des données qui manquaient et donc ça réduit le nombre de données utilisables et donc on en vient à plus ou moins 3000 hospitalisations qui ont pu être analysées. De ces 3000 hospitalisations, il y avait 2600 enfants, c'est-à-dire que ces enfants ont été hospitalisés plusieurs fois, avec un pourcentage de garçons un petit peu plus élevé et un âge médian de 2 ans, 8 mois, donc plus ou moins 3 ans. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort? C'est que un tiers de nos patients présentaient une dénutrition, donc ce qui est plus ou moins semblable aux chiffres présentés dans la littérature. Là, vous revoyez du coup aussi les différents grades de dénutrition en fonction du poids pour taille et des BMI pour la dénutrition aiguë et la dénutrition chronique. Alors, si on scinde un petit peu les différents types de dénutrition, dans la dénutrition aiguë, donc vous avez les petites couleurs, donc en fonction des grades de dénutrition observés, et donc on peut voir qu'il y a effectivement en fonction des types d'unités dans lesquelles ces patients sont hospitalisés, plus ou moins de dénutrition. Et donc on voit que, par exemple, en unité intensive ou dans les unités oncologiques, on a une dénutrition plus élevée. On peut remarquer qu'il y a une corrélation intéressante entre le poids pour taille et le BMI, donc ce qui nous rassure aussi dans l'idée que le BMI dépiste davantage des patients dénutris. Donc on est rassuré par rapport à ces données-là. Au niveau de la dénutrition chronique, pareil, donc là on voit vraiment que l'unité est fort influencée par rapport au grade de dénutrition qu'on peut y avoir, et on remarque par rapport à l'âge donc qu'il y a une fréquence plus importante chez les enfants de plus de 10 ans, donc ça c'est surtout avec nos patients chroniques, et une dénutrition plus élevée dans la tranche d'âge de 2 à 4 ans, que là, on n'a pas pu analyser et comprendre d'où venaient ces informations-là. Alors, par rapport au SRNP, donc, comme on vous disait, certaines données sont manquantes, notamment par rapport à l'ingesta ou au score de douleur, et donc on peut peut-être sous-estimer les résultats qu'on a obtenus, mais ils sont quand même démontrés. Et donc, aux soins intensifs et en oncologie, on a un score de risque plus élevé. Et donc, on voit qu'il y a également une corrélation entre le score de risque élevé et la présence de dénutrition aiguë. Alors, sans grande surprise, on remarque quand même qu'il y a une augmentation de la durée d'hospitalisation en fonction du grade de dénutrition, qu'elle soit aiguë ou qu'elle soit chronique. Et donc, on voit que dans la dénutrition aiguë en grade 3, on a une dénutrition qui tourne une durée d'hospitalisation, qui tourne autour de 15 jours, et une augmentation également dans le score de dénutrition qui montre que un score de 3 montre une durée d'hospitalisation supérieure.
Alors la prise en charge diététique, donc comment est-elle faite? Donc il y a une proposition qui est faite par l'équipe diététique directement au pédiatre. Alors on travaille en étroite collaboration avec l'équipe de nutrition, donc Corinne Delatte en est responsable. Donc nous avons un nombre de prestations conséquent auprès de nos patients. Donc, comme je vous expliquais, chaque diététicienne est référée directement à une unité d'hospitalisation et on a également toute l'activité ambulatoire. Alors, de cette étude, on a pu ressortir qu'il y avait quand même une quantité importante aussi de patients qui bénéficiaient d'une nutrition entérale. Et donc, ça aussi, c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que c'est pas quelque chose qui était forcément évident, ou en tout cas au début, j'ai pu travailler à l'hôpital des enfants. La mise en place d'une nutrition entérale n'était pas quelque chose d'automatique. Alors ici, on a pu ressortir des données de l'année dernière. Alors on n'a pas pu faire une étude comme on l'a faite pour 2015, mais on pourrait se repencher dessus étant donné qu'on a toutes les informations à notre disposition. Et donc là, on a repris uniquement les premières évaluations de nos patients hospitalisés en 2021. Donc on avait plus ou moins 4000 données, ce qui est quand même un chiffre assez conséquent. Et donc on remarque qu'au niveau de la dénutrition aiguë de grade 3, on tourne autour des 2%. Et au niveau de la dénutrition aiguë de grade 1, 2, donc on les a regroupés, on tourne autour des 11%. Donc il y a quand même il y a matière à travailler. Alors, il ne faut pas oublier non plus le surpoids et l'obésité, parce qu'on peut aussi effectivement avoir un score de risque nutritionnel aussi positif chez des patients qui sont en surpoids ou en obésité. Alors, pratiquement, comment on travaille? On est dans la personnalisation de nos prescriptions. Donc, chaque enfant a son alimentation qui lui est personnalisée. On va toujours privilégier la voie orale à la voie entérale. Les besoins nutritionnels sont importants à estimer. L'enfant est en pleine croissance, il ne faut pas l'oublier. Donc, on doit chaque fois adapter, et à chaque période de sa vie, on va adapter ses besoins nutritionnels. Alors, on calcule beaucoup en pédiatrie, on est tout le temps avec nos chiffres sous les yeux. On procède à des anamnèses alimentaires, on tient compte des goûts, des habitudes alimentaires. Il ne suffit pas de proposer une alimentation à nos patients et de ne pas tenir compte de ses habitudes de vie. Tenir compte de la capacité à s'alimenter. Est-ce qu'il a une perte d'appétit? Est-ce qu'il a des refus alimentaires? On va procéder à des fractionnements des repas. On va vérifier la tolérance digestive et on va adapter les apports nutritionnels de manière progressive. Alors, comment on va faire? On va augmenter la densité calorique des repas. Et donc, la densité calorique, ça passe par l'augmentation des lipides, des glucides et des protéines. Alors, il y a les techniques avec les aliments directement. Donc, on va rajouter des matières grasses. On va choisir les bonnes matières grasses. On va augmenter la part de féculents, mais on peut également aussi utiliser les poudres telles que les maltodextrines pour augmenter l'apport glucidique et calorique. On va adapter les viandes, les volailles, les poissons, les produits laitiers et on peut aussi avoir recours aux poudres de protéines pour augmenter l'apport en protéines. Alors, concernant les laits pour nourrissons, je vous montrerai un petit peu plus tard un exemple, on peut les concentrer, donc c'est-à-dire augmenter plus de poudre qu'à l'habitude. On en parle tout de suite après. Alors au niveau des compléments nutritionnels oraux, là on va augmenter l'apport calorique, mais on va également adapter du coup l'apport en vitamines et minéraux, ce qui peut être intéressant pour certains patients. L'importance de choisir des produits destinés aux enfants. Donc les produits qui sont destinés aux enfants n'ont pas la même valeur nutritionnelle que les produits destinés aux adultes. On a quand même encore en consultation, même en hospitalisation, des parents qui viennent avec des produits destinés aux adultes parce qu'ils n'ont pas été bien orientés. Les produits existent sous forme iso ou hypercalorique, avec ou sans fibres, donc ça sera en fonction de votre patient. En supplément de l'alimentation, certains produits peuvent être utilisés dans les préparations culinaires directement. Et donc, attention à la composition de ces produits. Il y a une variabilité au niveau des protéines et de l'osmolarité. Quand l'alimentation orale devient insuffisante, une discussion s'impose, à savoir si on doit avoir recours ou non à une nutrition entérale. Alors, la nutrition entérale, elle peut avoir deux
sortes de voies. Donc, soit si le tube digestif est intact, alors on va plutôt choisir la voie d'une solution polymérique ou diète semi-élémentaire. On peut également, toujours adapter à la pathologie de base. Si le tube digestif est altéré, on peut avoir recours à une diète semi-élémentaire avec triglycérides à chaîne moyenne. Toujours aussi adapter la diète en fonction de la pathologie. Elles existent sous forme iso ou hypercalorique, avec ou sans fibres. Il y a quand même un gros panel de choix qui existe sur le marché, donc il faut bien les analyser et choisir la bonne qui convient à nos patients et faire attention au niveau du débit que l'on va utiliser pour fournir cette alimentation entérale. Alors les apports nutritionnels, donc, on procède à des calculs. Au niveau de l'énergie, on va couvrir les besoins liés à la dépense énergétique de repos, à l'activité physique et à la croissance de l'enfant. On va calculer sur le poids idéal. Alors chez l'enfant qui nécessite une croissance de rattrapage, l'apport nutritionnel est conseillé en fonction de l'âge statural. Au niveau des lipides, on va garder un pourcentage semblable aux recommandations de base du CSS. Attention, si on augmente de trop les lipides, soyez vigilants au niveau des risques de nausées, de vomissements, de constipation, et un excès de glucides peut également mener à des problèmes de troubles intestinaux, voire diarrhée. Alors au niveau des protéines, différentes études ont montré l'importance d'apports en protéines augmentés chez des enfants dont on aurait un besoin de rattrapage au niveau de la croissance. Et donc là, il faut en tenir compte. Un apport insuffisant peut mener à des dépôts de graisse et serait limitant aussi pour la synthèse tissulaire. Et donc l'apport en protéines en est augmenté. Il y a une étude au niveau de l'OMS et un rapport qui en est ressorti en 2007 qui montrait qu'à énergie identique, mais un apport en protéines supérieur, il y avait une meilleure croissance de nos enfants. Et donc vous voyez au niveau du tableau qu'on peut augmenter les protéines et voir avoir un ratio qui tourne entre 9 à 11% pour avoir un gain pondéral suffisant. Alors comment on va faire lorsqu'on a un lait infantile? Donc il y a deux manières de procéder. Soit on va enrichir nos laits, et donc là on va utiliser des poudres de maltodextrine et de l'huile pour augmenter l'apport calorique, et donc on va rester dans un ratio protéines-énergie semblable au lait de base, mais on va augmenter l'apport calorique. Si on veut avoir un apport en protéines supplémentaire et donc un ratio qui augmente au niveau de l'énergie, on va concentrer ce lait. Et donc là, vous avez l'exemple avec un lait deuxième âge dans lequel on a augmenté l'apport en calories avec des dextrines maltose et de l'huile, où on a un ratio protéines-énergie de plus ou moins 5%, versus un lait concentré à 20%, où on a le même apport calorique, donc on a 1 kilocalorie par millilitre, mais on a un ratio protéines-énergie de plus ou moins 8%. Donc en fonction de nos patients, en fonction de la pathologie de base, en fonction de nos objectifs de prise en charge, on va soit enrichir, soit concentrer nos laits. Je crois. Mais donc, après avoir pris en charge le patient, on souhaitait voir l'effet d'une prise en charge, parce qu'il faut les dépister, les prendre en charge, mais il faut encore que ce soit utile pour le patient. Alors, pour tenter d'évaluer cela, en tout cas dans le travail de Caroline de Longueville en 2015, on a évalué également les patients pour lesquels on avait des données à l'admission et des données à la sortie. Alors, c'est sûr que c'est des patients qui séjournaient sans doute un petit peu plus longtemps, mais on avait 458 hospitalisations avec les données à l'entrée et à la sortie, mais de nouveau que 352 données utilisables. Et donc on s'est surtout attaché à comparer l'état de dénutrition aiguë, donc poids pour taille, BMI, mais également les grades de dénutrition. Et donc ce que l'on a observé, c'est que 87% maintenaient un état nutritionnel stable, 10% s'améliorent et 3% se dégradent. Et c'est ce que représente ce diagramme, ce box plot. Donc on a
élévation, une augmentation du poids pour taille entre l'admission et la sortie, de même qu'une amélioration du BMI, mais statistiquement, ce n'était significatif que pour le poids pour taille, pas pour le BMI. Et donc, quand on regarde les différents pourcentages de grades de dénutrition, à la sortie, eh bien, on avait moins de grades de 3 et des grades 2 de dénutrition aiguë et davantage de patients non dénutris. Alors, ce qu'on vous a présenté, c'est pas vraiment une étude, hein, c'est en fait la réalité de notre travail au quotidien, avec tout ce que ça comporte comme imperfection, des données manquantes, sans doute des erreurs sur la mesure. Il y a un autre élément discutable, après ce que je vous ai montré, c'est l'utilisation du pourcentage de la médiane pour le poids pour taille. C'est assez historique, puisqu'on utilise ça depuis le début des années 2000, c'est les fameux critères de Waterloo. Alors là où les résultats ont pu être perturbé entre guillemets, c'est le fait que on considère toutes les hospitalisations et même les patients qui ont été réhospitalisés à plusieurs reprises, ça peut impacter les résultats. Et on n'a pas évalué si le patient avait développé des œdèmes, par exemple. Donc là encore, ça pourrait ça pourrait perturber nos résultats. Mais bon, c'est notre réalité de terrain. Alors, on est très content d'avoir pu intégrer l'évaluation nutritionnelle dans le dossier médical du patient, mais on se rend compte que c'est pas parce que ça y figure, il n'y a pas d'alarme, que nos collègues soignants vont aller le consulter. Donc, notre travail de sensibilisation, de formation des équipes soignantes reste indispensable, mais ça va quand même mieux. Et puis là où je pense qu'on doit encore certainement s'améliorer, c'est le suivi ambulatoire, parce que on les a dépistés, on a commencé la prise en charge, mais après, il faut souvent un plan de soins au-delà de l'hospitalisation. Donc, en conclusion, la dénutrition de l'enfant hospitalisé est une vraie réalité médicale qu'il faut non seulement dépister, mais prendre en charge de façon adaptée. Alors, les résultats de notre façon de travailler nous encouragent à poursuivre dans la même voie, peut-être à améliorer les outils, mais en tout cas, on est content. Mais que c'est un travail au quotidien de formation et de sensibilisation de nos collègues soignants, les médecins certainement, mais également les infirmières. Et là, je pense qu'on rejoint les exposés de ce matin, que on doit effectivement beaucoup plus sensibiliser à la nutrition au niveau médical au sens large. Merci beaucoup. Un grand merci pour votre expertise en pédiatrie. En effet, on se rejoint dans la stratégie de comment, en tout cas, sensibiliser tous les collègues pour prendre en charge de manière optimale au niveau nutritionnel nos patients, grands, petits, âgés. Donc, c'est vraiment intéressant de voir finalement qu'il y a une prise en charge globale avec une stratégie un peu identique, mais avec quand même des identités par rapport aux patients. Et votre expertise en pédiatrie, comme tu le dis Sylviane, en pédiatrie, il faut beaucoup calculer, il faut vraiment évaluer régulièrement le support nutritionnel en fonction de l'âge, l'évolution, etc. Est-ce que vous avez des questions? Ah oui, tiens. Bon, c'est passé. Ouais, je crois que. Non. Voilà, merci beaucoup pour votre exposé très très intéressant. Je découvre qu'il y a des nouvelles recommandations de 2022. Et donc, je voulais savoir si vous avez fait un comparatif avec les scores d'AHS 2019. Donc, par rapport où ils tiennent compte aussi de l'évolution, la déviation standard par rapport au poids, à la taille et au BMI. Donc, je pense que ça se recoupe, en fait. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais... Non, j'ai pas tenu compte de ces paramètres. Okay. J'ai pas tenu compte de ces paramètres-là. Je me suis basée sur cette publication de Lesgen. Et du coup, j'ai été revoir plutôt l'ASPEN que
que l'HAS. Ok, merci. Alors, j'ai une question pour Sylviane. Donc, tu parlais que maintenant, systématiquement, il y avait une évaluation de les Ingesta pour réaliser le SRNP. Quel outil est-ce que vous utilisez, puisque ça peut prendre beaucoup de temps d'évaluer et de les comparer aux besoins? Est-ce que c'est une méthode semi-quantitative de type subjectivement, on estime qu'on est à 50%, 75%, 100%? Quel outil en pratique est-ce que vous utilisez?